Au sommet d'une colline de Salt Lake City, là où le ciel paraît sans fin et où le vent conserve même au beau jour sa morsure glaciale, se niche Christiana Circle, une impasse bordée de demeures cossues, habitée par une élite locale qui a bâti ici son confort et sa réputation. Médecins éminents, chirurgiens en vue, retraités fortunés, un milieu qui, bien que rangé dans des salles d'opération et des bureaux, continue de peser par le prestige de ses titres et la brillance de ses façades. Parmi eux, en 2002, vivait la famille Smart. Une famille modèle qui était l'incarnation tranquille d'une réussite sans heurts et un symbole de stabilité et de respectabilité. Jusqu'à ce qu'en une nuit, tout vacille. La disparition de l'un des enfants fit craquer la surface polie de cette communauté convaincue de son invulnérabilité. Permettez-moi de me présenter. Je suis Mac Kripsta et bienvenue dans un autre épisode déroutant d'Ossements perdus. Aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Elizabeth Smart, l'enlèvement d'une adolescente de 14 ans dont la disparition allait déclencher une série d'événements et de révélations aussi dérangeantes que déchirantes. L'affaire débute sans préambule avec Edward Smart, patriarche d'une famille aisée de l'Utah. Fils d'un chirurgien respecté, Charles Smart, il s'était distingué de la lignée familiale en refusant la voie tracée par son père. Tandis que ses frères embrassaient la médecine, Edward, lui, avait bâti sa propre réussite dans la construction immobilière. En 2002, cela faisait 6 ans qu'il supervisait un ambitieux projet résidentiel à Christiana Circle, un quartier prospère de Salt Lake City. Sous ses ordres, plus de 60 ouvriers élevaient des maisons cossues, à la mesure du standing du lieu. Tout semblait lui sourire. Argent, reconnaissance, stabilité. Il vivait entouré de son épouse Loïs et de leurs 6 enfants dans un confort presque exemplaire. Rien ne laissait présager que le 5 juin 2002 viendrait ébranler cette quiétude. Aux premières heures de l'aube, Edward et Loïs furent tirés de leur sommeil par leur fille de 9 ans, Marie-Catherine. Tremblante, la fillette expliqua qu'un homme s'était introduit dans sa chambre, puis dans celle de sa sœur Elisabeth, qui avait 14 ans, avant de l'emmener. Pensant d'abord à un cauchemar, les parents se précipitèrent dans la pièce pour découvrir la moustiquaire découpée. Dès lors, tout se brouilla. Les récits divergent encore. Et la confusion de cette matinée continue plus de 20 ans après à nourrir les zones d'ombre du dossier. Selon le département de police de Salt Lake City, Edward Smart n'aurait pas appelé immédiatement le 911. Les premiers coups de fil auraient été passés à des proches et à des membres de sa congrégation mormone. Edward s'en défendra plus tard, soutenant que sa priorité avait bien été d'alerter les autorités. Lorsque les premiers agents arrivèrent sur place, ils furent frappés par l'atmosphère inhabituelle de la maison. L'endroit aurait dû être vide, bouclé, mais il débordait de voisins, d'amis et de fidèles de l'église. Au lieu d'une scène de crime figée, ils trouvèrent un foyer en pleine agitation, presque convivial. Certains apportaient même des plats cuisinés perpétuant les usages d'entraide propres à leur communauté. Face à cette effervescence, les enquêteurs de la brigade des homicides prirent rapidement le relais. Parmi eux, l'inspecteur Cordon Parks observa méduser une femme inconnue entrer, déposer un plat de gelée sur le comptoir, puis repartir aussitôt. La maison, pourtant censée être déjà sous scellé, voyait ainsi ses preuves compromises au fil des allées et venues. L'ordre fut donné d'évacuer les lieux pour permettre à l'équipe médico-légale d'intervenir. Pendant ce temps, Marie-Catherine, le seul témoin direct, était entendue avec une prudence extrême. À 9 ans, elle devenait malgré elle la clé de cette histoire. Dans sa déposition, Marie raconta s'être réveillée en sursaut et avoir aperçu dans la pénombre un homme blanc vêtu de clair, coiffé d'une casquette de golf et immobile près du lit de sa sœur Elisabeth. L'intrus s'adressa à Elisabeth, lui ordonnant de le suivre et laissant entendre d'un ton mesuré qu'un refus mettrait la famille en danger. Marie expliqua avoir gardé les yeux clos, feignant le sommeil jusqu'à ce qu'il quitte la chambre. En se levant pour alerter ses parents, elle faillit croiser l'homme encore présent dans la maison. Paniquée, elle se réfugia sous ses draps et selon les rapports de police demeura ainsi prostrée près de 2 heures. D'après son témoignage, l'homme semblait avoir la quarantaine, les cheveux et la barbe foncés et tenait peut-être une arme lors de l'enlèvement. Bien qu'elle eût mémorisé plusieurs détails de sa silhouette, Marie ne parvint jamais à distinguer nettement son visage, qu'elle décrivit seulement comme celui d'un homme à la voix calme et polie. Elle précisa avoir entendu Elisabeth tapoter faiblement une chaise du bout des doigts, produisant un son léger. L'homme réagit aussitôt, lui intimant le silence sous peine d'être blessé. Quand Elisabeth lui demanda la raison de ce qu'il faisait, il répondit quelque chose que Marie ne saisit pas bien, mais où elle crut discerner le mot rançon. À partir de là, les enquêteurs envisagèrent l'hypothèse d'un enlèvement contre argent. Les découvertes à venir allaient pourtant montrer que l'affaire dépassait largement cette première lecture.
Durant les premiers jours de recherche, le département de police de Salt Lake City bénéficia d'un élan massif de solidarité venu de la communauté. Une grande partie de ce soutien fut rendue possible grâce à la présence de l'ONG Laura Recovery Center, spécialisée dans la prévention des disparitions et l'accompagnement des familles de victimes. L'organisation parvint à mobiliser près de 2000 volontaires par jour, en plus de chiens entraînés et d'avions. Internet fut également largement utilisé pour diffuser des avis de recherche numériques contenant les informations sur Elizabeth Smart. Les enquêteurs se concentrèrent d'abord sur les détails fournis par Marie-Catherine, sans parvenir à progresser. Un suspect fit alors brièvement surface. Un jeune homme de 26 ans porté disparu, qui fut finalement innocenté après avoir été retrouvé dans un hôpital de Virginie-Occidentale. L'équipe médico-légale ne trouva rien non plus malgré des fouilles méticuleuses dans la maison. Quelques empreintes digitales et traces d'ADN furent prélevées, sans pour autant offrir d'avancées notables. Les chiens policiers identifièrent l'odeur d'Elizabeth à quelques mètres de la demeure, avant que la piste ne s'évapore brusquement. Dans les jours suivants, les efforts conjugués des bénévoles et des habitants restèrent vains, entraînant la suspension temporaire des recherches. L'ONG Laura Recovery Center chercha alors d'autres moyens de contribuer, laissant la suite des investigations aux autorités. À un moment donné, Edward et Lois Smart apparurent à la télévision, implorant publiquement que leur fille leur soit rendue. Mais leur appel n'entraîna aucun contact ni tentative de communication. En se penchant sur la vie des Smart, les enquêteurs découvrirent une maison où l'on rentrait et sortait sans cesse. Edward Smart y faisait travailler régulièrement des ouvriers recrutés par le biais d'un programme de son église. Ces hommes furent interrogés un par un, par centaines, sans que le moindre soupçon ne tienne. Les policiers élargirent alors leur vérification aux habitants au passé trouble de la région, sans résultat probant. La communauté, toujours mobilisée, alimentait sans cesse les lignes directes de la police. Parmi ces signalements, celui d'un voisin au comportement inquiétant. Tout a été fait, perquisition, interrogatoire, mais rien ne fut trouvé. Même l'évêque de l'église d'Edward fut invité à collaborer. Il évoquait un fidèle divorcé en proie à des problèmes de dépendance à la pornographie. Là encore, les perquisitions et les tests au polygraphe n'aboutirent à rien. Plus tard, un garage alerta les autorités après la découverte d'un matériel suspect dans un véhicule confié à la réparation. L'homme fut entendu, puis relâché et placé sous surveillance. L'enquêteur Cordon Parks finit par comptabiliser plus de 10 000 signalements venus du public, dont près d'1 millier émanant de personnes affirmant avoir des visions médiumniques. Certaines personnes affirmèrent elles aussi posséder des dons spirituels, allant jusqu'à livrer leurs révélations aux inspecteurs. Aucune de ces confidences ne s'avéra exploitable, la plupart se révélant sans fondement, voire franchement farfelues. Le 6 juin, les autorités mirent la main sur quelques fils de tissu brun accrochés à une branche, non loin du jardin de Red Butte. Les échantillons furent soigneusement prélevés, puis transmis au laboratoire de criminalistique. Les espoirs demeuraient pourtant faibles. Au moment de sa disparition, Elizabeth portait un pyjama de soie rouge. Une autre piste surgit en juin, lorsqu'une jeune fille distribuant des tracts sur la disparition à Caseville remarqua un sweatshirt rouge coincé entre des rochers dans un fossé d'irrigation. L'objet fut récupéré et inscrit sur la liste déjà longue des pièces à examiner. Quelques mois plus tard, une nouvelle découverte eut lieu plus loin, dans le Diamond Fork Canyon. Un pyjama rouge. Au même moment, une habitante alerta la police après avoir trouvé dans son jardin une épaisse mèche de cheveux. À l'époque, suivre ces pistes successives réclamaient des moyens considérables, 60 enquêteurs et une vingtaine d'agents affectés à la compilation des données. Malgré ce dispositif impressionnant, la frustration montait. Tous les habitants du large périmètre entourant la maison des Smart avaient été interrogés, sans qu'aucun élément solide n'émerge. C'est alors qu'un homme originaire de Caroline du Sud affirma détenir Elizabeth en captivité. Il prétendait qu'il ne la libérait qu'en échange d'une rançon. L'homme fut arrêté, interrogé, puis il reconnut avoir tout inventé. Il écopa de 18 mois de prison. L'enquêteur Cordon Park, toujours aux avant-postes, restait farouchement investi, mais il considérait l'effervescence médiatique et la mobilisation populaire comme une lame à double tranchant. Utile parfois, mais bien souvent nuisible à la sérénité des recherches. À un moment donné, la police s'intéressa à un homme aperçu dormant dans une voiture, dans une rue voisine de la maison des Smart. L'opération devait rester discrète, mais c'était sans compter sur la presse qui mit aussitôt l'affaire en pleine lumière et annonça que le suspect aurait pris la fuite vers le Texas. Dès lors, tout s'emballa. Les enquêteurs perdirent la maîtrise du dossier, tandis que les autorités texanes bouclaient leur route dans une vaste chasse à l'homme. Sur place, certaines interventions tournèrent à la brutalité, au point de mettre en péril la sécurité publique. Pour Cordon Parks,
Ce fut un véritable chaos. Mais c'est dans ce désordre justement qu'apparut pour la première fois un nom appelé à marquer durablement l'affaire. Tout au long de l'enquête, un nom retint particulièrement l'attention des détectives. Celui du factotum Richard Ritchie, un homme d'une quarantaine d'années. Ancien employé de la famille Smart, il connaissait les habitudes du foyer jusque dans leurs moindres détails. On apprit bientôt que Richard traînait un passé chargé d'histoires de drogue, mais aussi qu'il avait déjà purgé plusieurs peines pour violation de probation. Edward Smart raconta aux enquêteurs qu'il l'avait rencontré par l'intermédiaire d'un ami du bâtiment qui lui avait vanté ses talents d'homme à tout faire. Le père de famille avait été si satisfait de ses services qu'une forme d'amitié s'était installée entre eux. En gage de confiance, il lui céda même sans hésiter son Jeep Cherokee Pioneer. Pendant près de 8 mois, Richard travailla pour les Smart. Tous le décrivaient alors comme un homme serviable, attentif et d'une gentillesse certaine envers les enfants. Mais cette image se fissura 1 an avant la disparition d'Elizabeth, lorsqu'un bracelet appartenant à Lois Smart, d'une valeur estimée à $2000, s'évapora mystérieusement. Edward prévint la police et les employés furent interrogés un à un. Malgré ses réticences, il finit par soupçonner Richard. L'enquête n'aboutit à rien. Aucune charge ne fut retenue, mais la confiance était rompue. Les 2 hommes cessèrent alors tout contact. Curieusement, le nom de Richard réapparut en avril 2001 dans une affaire de cambriolage survenue à quelques rues de la résidence des Smart. À Federal 8 Circle, le propriétaire raconta avoir été tiré de son sommeil par un bruit au milieu de la nuit. Il tomba nez à nez avec un intrus qui lui lança quelques mots avant de s'enfuir, emportant près de $2000 de bijoux et $300 en liquide. Richard avait là encore travaillé pour ce propriétaire et connaissait parfaitement les lieux. Interrogé, il n'y a toute implication, et faute de preuves, aucune poursuite ne fut engagée. Mais les enquêteurs, frappés par la récurrence de son nom et de son passé chargé, commencèrent à le considérer comme une personne d'intérêt. Le 14 juin 2001 à 14h45, Richard Ritchie fut arrêté à la sortie du déjeuner et conduit au poste pour être entendu sur ses liens avec la famille Smart et sur les cambriolages signalés. Face aux policiers, il nia le vol, gardant une étonnante maîtrise malgré l'intensité de l'interrogatoire. Les autorités de Salt Lake City redoublèrent de pression. Finalement, Richard admit avoir dérobé des objets chez les Smart, sans toutefois reconnaître ni nier le cambriolage de Federal 8 Circle. À partir de cet aveu, les enquêteurs élargirent leurs questions à la disparition d'Elizabeth Smart. Richard affirma son innocence, déclarant qu'au moment des faits, il regardait la série Friends chez lui. Selon lui, il s'était couché vers 23h30 et s'était réveillé le lendemain matin aux côtés de son épouse, Angela Ritchie. Celle-ci confirma la version de son mari, lui offrant un alibi solide. Malgré tout, la police ne relâcha pas la pression. Lors de la fouille de la caravane du suspect, elle mit la main sur des perles semblant provenir du bracelet de Lois Smart. Richard Ritchie n'était plus seulement un voleur confirmé, mais désormais un suspect crédible dans l'affaire de la disparition d'Elizabeth Smart. Richard fut de nouveau interpellé pour un nouvel interrogatoire, mais l'alibi fourni par son épouse Angela demeurait un obstacle majeur pour les enquêteurs. Celle-ci raconta avec force et détail qu'elle s'était couchée la veille de la disparition d'Elizabeth pendant que son mari regardait Friends. Au matin, dit-elle, elle s'était réveillée à ses côtés. Ils s'étaient levés aux alentours de 6h, avaient fumé quelques cigares, pris leur café et parcouru le journal. Un peu plus tard, tous deux avaient vu à la télévision locale les premières nouvelles concernant la disparition de la fillette. Rien, selon Angela, n'avait troublé cette routine banale. Elle affirma sur d'elle qu'à aucun moment Richard n'aurait pu quitter la maison pour se rendre chez les Smart et enlever Elizabeth sans qu'elle s'en aperçoive. Les enquêteurs peu convaincus s'attachèrent à traquer la moindre faille dans ce récit. C'est ainsi qu'ils apprirent qu'environ 1 semaine avant la disparition, Richard avait confié son Jeep Cherokee à un garagiste pour remplacer la pompe à essence. Le mécanicien avait noté le kilométrage, 134 321 km. Il indiquait aussi que d'autres réparations restaient à effectuer. 2 jours plus tard, Richard réclama son véhicule prétextant qu'il en avait besoin pour un petit boulot et qu'il la rapporterait vite. Le garagiste accepta. Pourtant, la voiture ne revint que le 8 juin, soit 3 jours après l'enlèvement d'Elizabeth. Selon le garagiste, la Cherokee était couverte de poussière et le compteur affichait désormais 135 373 km. Richard semblait épuisé et ses vêtements étaient maculés. Lorsqu'on lui demanda comment il avait pu parcourir près de 1000 km en si peu de temps, il choisit de se taire. Même sous pression, Richard ne révéla pas où il s'était rendu. En apprenant ces incohérences, Edward Smart alla trouver Angela, la suppliant d'obtenir des explications de son mari. À ses yeux, ce trajet mystérieux ne pouvait qu'être lié à la disparition de sa fille. Dès lors,
Les enquêteurs concentrèrent leur attention sur Richard Ricci. Ils le considéraient comme un suspect sérieux, mais malgré ça, il bénéficia dans un premier temps d'une certaine protection policière. Lorsque son identité finit par filtrer, les médias s'emparèrent de l'affaire. Le nom de Richard fut bientôt sur toutes les lèvres, inévitablement associé à son passé trouble et à son attitude fuyante. Pour la presse comme pour une large partie de l'opinion, le coupable semblait tout trouver. Plus tard, l'enquêteur Cordon Parks admit qu'il n'avait jamais su comment son nom avait fuité, tout en reconnaissant qu'il était presque impossible de garder un secret absolu dans une affaire de cette envergure. L'enquête s'envenima encore lorsqu'on découvrit que certains agents du département de Salt Lake City vendaient des informations tandis que quelques témoins acceptaient de l'argent pour parler aux journalistes. Dans ce climat saturé de soupçons, la rumeur fit office de preuve et Richard Ricci devint le monstre idéal. Ironie supplémentaire, à mesure que son nom tourna en boucle dans les médias, la police elle-même se fractura. Deux camps s'opposèrent désormais, ceux convaincus de sa culpabilité et ceux persuadés que le véritable ravisseur courait toujours. La division qui régnait au sein du département de police atteignit directement Cordon Parks, lui qui était le principal responsable de l'enquête. Bien qu'il fût résolu à repérer les incohérences dans la version de Richard, Cordon fut déstabilisé au cours de l'interrogatoire d'une nièce de ce dernier. Au fil de la conversation, il perçut chez elle une indignation sincère, une colère qui semblait, selon lui, naître du sentiment qu'un proche était injustement accusé. Cordon eut la désagréable impression de traiter des innocents comme des imposteurs. Cette entrevue le poussa à se présenter devant le capitaine de police pour lui annoncer qu'il refusait de poursuivre la piste Richard Ricci. À ses yeux, Richard n'avait pas enlevé Elizabeth Smart. Ayant écarté cette hypothèse, Cordon entreprit de rouvrir toutes les pistes indépendantes de Ricci. La plupart se révélèrent stériles, certaines menaient à d'autres comtés et l'une d'elles seulement entretenait un lien tenu avec la famille de Richard. Il comprit alors que quoi qu'il fasse, l'enquête resterait prisonnière de ce nom. C'est dans ce climat de lassitude et de confusion qu'à la mi-août 2002, la nouvelle éclata. Richard Ricci était mort. Les autorités évoquèrent des causes naturelles, liées à une hémorragie cérébrale. Il aurait été terrassé par le malaise, plongé dans un coma, puis serait décédé quelques jours plus tard à l'hôpital universitaire de Salt Lake City dans l'Utah. Son épouse affirma que la pression médiatique avait contribué à aggraver son état de santé. Mais malgré la tragédie, Cordon sentit que l'enquête pouvait enfin emprunter une autre direction. Et de ce fait, ce fut le cas. Mais à sa grande surprise, la suite allait s'avérer bien plus déroutante qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Après la mort de Richard et l'abandon de cette piste, Cordon découvrit que le travail de ses collègues frôlait le chaos. En reprenant les dossiers, il constata que les recherches menées dans le voisinage des Smart avaient été bâclées. Les manquements s'accumulaient, si bien qu'il décida d'interroger lui-même de nouveau les témoins. S'il mit au jour quelques détails négligés au début de l'affaire, aucun ne fit réellement progresser l'enquête. Cordon avait la désagréable sensation de tourner en rond. À la fin de 2002, le département de police de Salt Lake City ne montrait plus le même engagement. Seuls deux enquêteurs, Cordon Parks et son collègue Bill Silver, continuaient à travailler à plein temps sur le dossier. Ils établirent ensemble une nouvelle liste de suspects, que l'examen patient finit par réduire à néant. Les preuves furent réévaluées une fois encore, mais tout semblait inexorablement ramener à Richard Ricci. Cette fixation les épuisait. Malgré leur effort pour s'en détacher, son nom restait au centre du drame. Sa mort rendait désormais l'affaire presque impénétrable. Et face à cet échec, les deux hommes sombraient dans le découragement. C'est alors que 4 mois après la disparition, Marie-Catherine fit une déclaration qui bouleversa tout. Elle disait savoir qui avait enlevé sa sœur. Après 4 mois d'enquête stérile, Marie-Catherine finit par confier à ses parents qu'elle croyait savoir qui avait enlevé sa sœur. D'après elle, la voix du ravisseur ne lui était pas inconnue. Elle appartenait à un sans-abri du quartier que tout le monde appelait Emmanuel. Quelques habitants savaient qu'il prêchait des passages de la Bible à d'autres sans-domiciliés, mais personne ne connaissait son véritable nom. On apprit qu'Emmanuel avait travaillé un jour chez les Smart où il avait rencontré les enfants. Les enquêteurs Cordon Parks et Bill Silver, bien qu'ils conservaient un mince espoir, demeuraient sceptiques sur la fiabilité de cette piste. Pour eux, Richard Ricci restait le suspect le plus cohérent. La famille Smart, en revanche, choisit de croire à la mémoire de Marie. Edward et Lois contactèrent l'émission American Most Wanted, qui suivait déjà l'affaire, puis ils transmirent au producteur un portrait robot établi à partir de la description de leur fille. Peu après, un téléspectateur appela pour affirmer que l'homme du dessin n'était autre que Brian David Mitchell, un quinquagénaire. Le témoin, Derek Thompson, déclara qu'il s'agissait de son beau-père. La piste gagna encore en crédibilité lorsqu'un second appel fut reçu.
Une certaine Debbie affirmait que le portrait ressemblait à son ex-mari, Brian David Mitchell. Les deux témoignages convergeaient vers le même homme. Mais Debbie ne se contenta pas de cette déclaration. Elle se rendit aussitôt au département de police de Salt Lake City. Dans sa déposition, Debbie expliqua à Cordon Parks que Brian était un homme dominateur, enclin à des comportements inquiétants et à des fantasmes d'ordre sexuel. Elle pensait que s'il était bien l'auteur de l'enlèvement d'Elizabeth Smart, la jeune fille était sans doute encore vivante, mais sous son influence. Entre-temps, les photos de Brian furent transmises à America Most Wanted, et l'émission les diffusa sans tarder. Peu après, une femme appela pour signaler avoir vu le suspect en Californie, accompagné d'une autre femme et d'une adolescente, toutes trois voilées et vêtues de longues tuniques. Les recherches pour le retrouver s'intensifièrent, sans résultat immédiat. Ce n'est que le 12 mars 2003 que la police de Sandy dans l'Utah reçut 2 signalements de témoins affirmant avoir aperçu un couple et une jeune fille dont l'apparence semblait dissimulée sous une perruque, des lunettes de soleil, un voile et même un t-shirt enroulé autour de la tête. Alertés, l'officière Karen Jones et le sergent Victor Quesada furent dépêchés sur place, et c'est là qu'ils retrouvèrent les 3 individus. Brian fut immédiatement identifié. À ses côtés se trouvait son épouse, Wanda Helen Barzee, alors âgée de 58 ans. Lorsqu'ils l'interrogèrent, la jeune fille déclara s'appeler Augustine Marshall, et non Elizabeth Smart. Les policiers, pourtant persuadés d'avoir retrouvé l'adolescente disparue, suivirent la procédure et placèrent les 3 individus en garde à vue. À l'intérieur du véhicule, la jeune fille se serait inquiétée du sort réservé à ses ravisseurs, ce que les agents interprétèrent comme la marque d'une emprise psychologique profonde. Des années plus tard, Elizabeth contesterait cette version des faits. Même au poste, elle persista à se présenter sous le nom d'Augustine. Ce ne fut qu'à l'arrivée d'Edward Stewart, appelé sur place, que l'évidence éclata. Face à lui se tenait sa fille. La rencontre apaisa aussitôt Elizabeth. Ramenée chez elle, elle regarda un film, lut les courriers des proches inquiets, joua de la harpe et fit connaissance avec les 2 nouveaux chiens de la famille. Le lendemain, ses parents organisèrent une fête pour célébrer en retard son 15e anniversaire. Elizabeth n'y assista pas, mais elle adressa à ses proches une lettre publique où elle remerciait chacun, se disant la fille la plus chanceuse du monde. Elle ouvrit ensuite ses cadeaux, se fit les ongles et se coupa les cheveux. Peu à peu, elle renouait avec une existence ordinaire. Mais tout n'était pas terminé. Elizabeth livra aux enquêteurs le récit minutieux de son enlèvement et de sa captivité, fournissant des éléments décisifs pour le procès du couple. D'après son témoignage, après avoir été arrachée à sa maison, Elizabeth fut forcée de marcher plusieurs kilomètres jusqu'à un campement isolé près de Salt Lake City. Tout au long du trajet, Brian répétait qu'elle devait voir dans cette épreuve une bénédiction. À leur arrivée, Wanda Barzee les attendait sous une tente. Wanda contraignit Elizabeth à troquer son pyjama contre une longue robe, tandis que Brian célébrait une sorte de cérémonie nuptiale. À l'issue du rituel, il commença à la traiter comme une épouse spirituelle. Brian se présentait comme un prophète choisi par Dieu, chargé de préparer le monde à l'apocalypse. Elizabeth serait d'après lui la première d'une lignée d'élus appelés à former sa famille céleste. Après la cérémonie, il l'enchaîna à un arbre, un câble métallique passé autour de ses jambes. Il lui attribua un nouveau nom, Esther, en référence à la figure biblique, et les jours suivants furent marqués par les abus, physiques, psychologiques et sexuels. Elizabeth évoqua aussi les moments où elle fut forcée à boire de l'alcool, à consommer des drogues et à assister à des scènes obscènes. À chaque tentative de résistance, Brian la menaçait. La nourriture manquait et elle endurait souvent la faim, réduite à se contenter des restes. Cette période ne prit fin qu'environ 2 mois après son enlèvement, lorsque Brian décida de quitter Salt Lake City, rêvant de gagner Boston ou New York pour y trouver un nouveau refuge pour lui, Wanda Barzee et Elizabeth. Pour mettre son plan à exécution, Brian commença à affubler les 2 femmes de longs manteaux et de voiles épais, attirant immanquablement les regards et suscitant les premiers signalements. Selon Elizabeth, au cours de l'un de ces épisodes, un passant alerta les autorités. Lorsqu'un policier arriva, il approcha du trio et posa quelques questions. Brian répondit sans ciller, avec un aplomb déroutant. Il assura que la fille était sa propre fille, Augustine Marshall, et que leur tenue révélait de leurs convictions religieuses. Ni Wanda ni Elizabeth ne trouvèrent le courage de le contredire. Quand l'agent demanda pourquoi elle demeurait muette, Brian invoqua sa foi, expliquant que les femmes ne devaient pas s'exprimer en public. Le policier hésita, observa un instant la scène, puis tourna les talons. Des années plus tard, Elizabeth évoquerait cet instant avec un mélange de colère et de profonde tristesse. Elle raconta s'être sentie prisonnière d'elle-même, incapable du moindre geste et incapable de prononcer un mot. Dans les mois suivants, Brian la fit sortir à plusieurs reprises, au supermarché, au restaurant et même à une fête où elle a dû feindre une normalité qu'elle ne vivait plus. Toujours dissimulée sous ses manteaux et ses voiles,
Lors d'un événement mondain, le couple amena Elizabeth. Elle fut même photographiée sans que quiconque ne soupçonne son identité réelle. En septembre 2002, le trio se remit à voyager, changeant sans cesse de ville d'un lieu à l'autre comme des ombres. Mais le 12 février 2003, Brian fut arrêté après une effraction dans une église à El Cajon. Il passa quelques jours en détention avant d'être relâché. Un mois plus tard, ils se retrouvèrent dans la région de Sandy, où leur présence fut de nouveau signalée. Cette fois, les soupçons s'intensifièrent. La vérité n'allait plus tarder à éclater. Avant l'ouverture du procès, la cour ordonna une expertise psychiatrique, Brian se présentant comme un prophète. Il fut transféré à l'hôpital d'État de l'Utah, où le psychologue Stephen Golding, mandaté par la défense, l'interrogea longuement. Golding décrivit ses croyances comme délirantes, et dans un premier temps le jugea inapte à comparaître. Mais le tribunal conclut finalement qu'il restait suffisamment lucide pour répondre de ses actes devant la justice. Au moment de la préparation du procès, le ministère public comme la défense commencèrent à démanteler l'étrange parcours de Brian David Mitchell. Né et élevé à Salt Lake City, il grandit au sein d'une fratrie de 6 enfants. Sa mère institutrice et son père travailleur social étaient des membres dévoués de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Selon ses propres récits, son père l'exposait très jeune à des contenus inappropriés et lui imposait des leçons d'indépendance d'une cruauté particulière, comme l'abandonner dans des lieux reculés pour le forcer à retrouver seul son chemin. À 16 ans, il eut ses premières démêlés avec la justice pour comportement indécent envers un enfant, et il fut envoyé dans un centre pour mineurs de Salt Lake City. 3 ans plus tard, il épousa Karen Minor, qui n'avait que 16 ans, et avec qui il eut 2 enfants. Le mariage tourna court. Mitchell enleva les enfants et partit vivre avec eux dans une communauté Hare Krishna du New Hampshire. Ils y restèrent 2 ans avant d'être retrouvés, et Karen récupéra la garde. Les années suivantes, il s'enfonça dans l'alcool et la drogue, tandis que le reste de la famille demeurait solidement ancré dans la foi. L'un de ses frères accomplissait même une mission religieuse pour l'Église. La famille tenta de le convaincre de suivre l'exemple de son frère missionnaire, mais Mitchell s'y refusa. C'est alors qu'il fit la connaissance de Debbie, mère de 3 enfants. Leur union brève se désagrégea sous le poids du comportement autoritaire et imprévisible de Brian. Debbie finit par le signaler aux autorités pour attitude suspecte envers l'un des enfants. Les enquêtes et examens n'aboutirent à rien. Mais la division des services de l'enfance et à la famille maintint des visites occasionnelles à leur domicile. Après leur séparation, Mitchell rencontra Wanda Helen Barzee, 40 ans et divorcée elle aussi, et en rupture avec sa famille. Ensemble, ils reprirent le chemin de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Brian s'y présentait sous le nom d'Imael David Isaiah et prétendait recevoir des révélations divines. En juin 2002, le couple fut excommunié. Dès lors, ils commencèrent à errer dans les rues du centre-ville, vivant de mendicité et de prêches apocalyptiques. Mais peu avant, Lois Smart avait confié à Brian quelques travaux domestiques, ce qui lui permit de faire connaissance d'Edward Smart et de leurs enfants, dont Elizabeth. À cette époque déjà, Mitchell nourrissait des pensées délirantes et inquiétantes, prémices de l'enlèvement d'Elizabeth Smart le 5 juin 2002. Revenons au procès. Les négociations autour d'un éventuel accord de culpabilité s'engagèrent avec une prudence de joueur d'échecs. Chaque camp avançait ses pièces avec méfiance. Brian se déclara disposé à reconnaître les faits d'enlèvement et de vol en échange d'une peine comprise entre 10 et 15 ans. Mais bien sûr à condition qu'Elizabeth Smart soit épargnée du témoignage et que les accusations d'agression sexuelle soient retirées. Le parquet refusa catégoriquement, estimant que ces charges étaient non négociables. Les mois s'écoulèrent dans une impasse complète. Le 15 octobre 2004, rien n'avait bougé. La défense insista jusqu'au 21 octobre pour convaincre le ministère public de revoir sa position, mais les procureurs restèrent de marbre. En février 2005, Jennifer Skim, la psychologue ayant déjà évalué Brian, fut rappelée à la barre. Son constat différa. Celui qu'on jugeait jusque-là lucide et rationnel montrait désormais un comportement erratique à l'audience. La défense affirma qu'il n'était pas apte à être jugé, tandis que l'accusation soulignait que d'après le personnel pénitentiaire, son attitude en détention ne révélait aucune anomalie majeure. Malgré ces divergences, la juge Judy Atherton décida de suspendre le procès et ordonna le transfert de Brian à l'hôpital psychiatrique de l'État de l'Utah le 11 août 2005. Il y demeura jusqu'en 2008. Il y eut un fait notable. Les médecins n'y révélèrent aucun signe manifeste de paranoïa clinique. Le 18 décembre 2006, en pleine audience, Brian fut pris d'une violente crise invitant le tribunal avec frénésie. Il restait une question. Est-ce que c'était un délire mystique ou une stratégie de manipulation? Le parquet inquiet invoqua une nouvelle loi permettant d'imposer un traitement médicamenteux aux détenus souffrant de troubles mentaux. Il réclama que Brian soit traité,
Mais le bras de fer judiciaire dura jusqu'au 12 décembre 2008, date à laquelle le tribunal conclut qu'il ne pouvait être soumis à une médication forcée. Le procès demeurait en suspens. L'affaire prit ensuite une tournure fédérale le 10 octobre 2008. Entre octobre et décembre 2009, plusieurs audiences tentèrent de clarifier l'état mental de l'accusé. Lors de l'une d'elles, Brian stupéfia l'assistance en entonnant des hymnes religieux au milieu de la salle. Le parquet s'impatientait, mais Elizabeth Smart, désormais reconstruite, témoignait avec assurance. Elle décrivit Brian comme un homme intelligent, éloquent, manipulateur, égoïste et avide, mais aussi totalement déduit de spiritualité véritable. Les débats autour de sa capacité à comparaître devinrent un champ de bataille d'experts. Le psychologue Michael Wenner fit basculer la procédure. Après avoir compulsé 210 sources, mené 57 entretiens, dont plusieurs avec Brian, son épouse Wanda Barzee, plusieurs proches et Elizabeth elle-même, il remit au tribunal un rapport monumental de 206 pages. Dans la conclusion, le tribunal jugea Brian apte à comparaître. Le diagnostic fait état d'un trouble de la personnalité antisociale et narcissique, d'une propension à la simulation et d'un passé de dépendance à l'alcool désormais connu par l'institution. L'expert le décrivit comme un manipulateur d'une rare habileté, dissimulant son cynisme derrière un vernis mystique et usant de la religion comme d'un décor commode pour se donner l'allure d'un illuminé. La défense ne contesta pas cette analyse, mais soutint que Brian souffrait d'un délire fixe ayant altéré au moment des faits sa perception du bien et du mal. Après de longues passes d'armes judiciaires, le 1er mars 2010, Brian David Mitchell fut déclaré apte à être jugé. Sa complice Wanda Barzee emprunta une autre voie. Elle plaida coupable et fut condamnée à 15 ans de réclusion, une peine à purger simultanément dans les systèmes fédéraux et étatiques. Au début de novembre 2010, le procès de Brian s'ouvrit. La défense reconnut les faits mais plaida l'irresponsabilité pénale, arguant de son incapacité mentale au moment des crimes. Cet argument a été balayé par le jury. Le verdict fut net. Brian David Mitchell fut reconnu coupable d'enlèvement et de transport interétatique d'une mineure à des fins criminelles. La sentence tomba comme un coup près. La réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il purge aujourd'hui sa peine au pénitencier de Terre Haute dans l'Indiana. Wanda Barzee, elle, retrouva la liberté en septembre 2018, malgré les démarches insistantes de la famille Smart pour s'y opposer. L'affaire laissa aussi des traces profondes du côté des Ritchie. Après l'arrestation et la mort de Richard Ritchie, son épouse Angela ne se remit jamais du drame. Déjà dépendante aux analgésiques depuis un accident de voiture, elle s'enfonça davantage dans l'addiction et le 15 décembre 2015, elle fut retrouvée morte dans une caravane délabrée. La cause officielle mentionne un suicide, mais son fils Trevor parla d'une lente agonie due au chagrin et à l'épuisement moral. Durant des années, Angela réclama des excuses publiques et obtint seulement un règlement judiciaire de 150 000 $ du département des corrections de l'Utah. Selon plusieurs sources, elle aurait nourri jusqu'à la fin une profonde rancune envers la famille Smart. Elizabeth Smart, elle, continua son chemin. Devenue une militante active contre les enlèvements et les violences sexuelles, elle transforma son épreuve en un symbole de résilience, offrant à d'autres victimes la force qu'elle avait dû trouver seule.